L'émergence, c'est vraiment l'engagement de tout un peuple. Il faut que nos idéologues politiques explicitent un peu la pensée de notre papa, le fait Étienne Tshisekedi. Quand il dit le peuple d'abord, ça ne veut pas dire seulement que les politiciens doivent prendre des décisions en faveur de la population. Ça veut dire aussi même la population elle-même, quand elle travaille. Elle doit savoir que je travaille pour le bonheur du Congo. Je suis un cordonnier. Quand un Congolais m'amène sa chaussure, je dois faire de manière à ce que cette réparation soit durable. Vous êtes couturier, vous êtes enseignant. Vous devez être vraiment un bon éducateur. C'est pour l'amour du Congo. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Livre à la Une. Émergence économique de la République démocratique du Congo. Quel cheminement? Y a-t-il des préalables ou des contraintes liées à cela? C'est à toutes ces questions que va devoir répondre notre invité, le professeur Daniel Moulenda Lomena Emamba, docteur en sciences économiques. Il enseigne l'économie à l'université de Kinshasa et le prof a également beaucoup d'autres activités scientifiques dans des institutions d'enseignement universitaire de la République démocratique du Congo. Il est spécialiste des questions liées à la gestion stratégique des entreprises, à l'économie écologique, mais aussi au développement durable. Professeur, bonjour. Bonjour, mon frère. D'entrée des jeux, parce que cette émission fait suite à la première, nous abordons la deuxième partie de gouvernance verte et émergence économique en République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, fixez un peu l'opinion. Qu'est-ce qu'un pays émergent? Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est tous les pays qui parlent de l'émergence. Chacun des pays ou bien les autorités veulent passer à l'émergence. Mais il faut noter que l'émergence, c'est une croissance économique dans un pays. Ce sont des progrès économiques qui bouleversent l'ordre mondial. Je prends l'exemple de la Chine. Donc, le développement économique en Chine a mis l'ordre mondial en branle un peu. En branle, oui. Donc, aujourd'hui, la Chine, bien qu'étant un pays émergent, comme vous le dites. Émergent, on ne la classe pas encore dans la catégorie des pays développés. Mais la Chine est c'est la première économie mondiale, premier exportateur mondial. Donc vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'émergence, ce n'est pas un slogan ou une messe que quelqu'un va passer, va dire en quelques minutes. Non, c'est les résultats de la mobilisation de tout un peuple engagé dans la transformation de son économie. Est-ce que pour réaliser ou atteindre son émergence, la République démocratique du Congo est appelée à copier les modèles qui ont réussi ailleurs, ou bien elle doit tailler son chemin sur les rocs, comme disait quelqu'un? En fait, comme on dit, on ne peut pas inventer la roue lorsqu'on peut la trouver sur le marché. Sauf que quand vous allez sur le marché, il faut amener une roue qui convient aux dimensions de ton véhicule. C'est ça. En fait, il y a quelque chose que la République démocratique du Congo doit prendre. Prendre, c'est-à-dire sélectionner et adapter à sa situation. Copier, c'est ce que nous avons vu par exemple avec les ajustements structurels. On prend, on vient appliquer ici comme on les appliquait ailleurs pendant que les contextes sont différents. Nous disons que il y a trois préalables que la aide Congo est obligée aussi de pouvoir s'inspirer. C'est-à-dire il faut organiser l'industrie,
pour être parmi les exportateurs. C'est le premier levier. Il faut organiser les marchés financiers, n'est-ce pas, pour drainer les capitaux afin de pouvoir développer tous les secteurs de l'économie. La troisième chose, c'est que il faut se remettre à niveau sur le plan technologique. Ces trois-là, ce sont des fondamentaux si vous voulez être un pays émergent. Des fondamentaux mais interreliés. Oui, oui, qui sont reliés. Mais maintenant, ce que la RD Congo ne devrait pas faire, c'est ce que nous présentons avec insistance dans cet ouvrage, c'est copier, comme vous avez dit, les modèles prédateurs que les autres pays émergents ont appliqués. C'est-à-dire produire une croissance sur l'autel des ressources naturelles. Ça, il faut éviter parce qu'à la fin, vous produisez une croissance sans développement. Une croissance appauvrissante. Appauvrissante. Je prends l'exemple du Brésil. Oui. C'est un pays qui est très avancé, mais quand vous analysez son modèle, vous constaterez qu'il y a beaucoup d'inégalités sociales. L'équité spatiale n'est pas vraiment démise. Il y a des zones qui sont très riches, d'autres très très pauvres, vous voyez. Et puis il y a la destruction des écosystèmes naturels. La forêt amazonienne, elle est mise en danger, surtout avec les nouveaux pouvoirs. Non, ça ce sont des choses qu'il ne faut pas recopier. Le Congo devrait organiser son émergence en mettant de son côté ce qui constitue sa force. Notre force, c'est que nous sommes un pays méga biodiversité. Il faut que nous puissions nous donner les chances d'arriver, nous en parlerons certainement plus tard, à organiser un tourisme écologique. Nous n'avons aucun intérêt à détruire nos forêts, nous n'avons aucun intérêt à polluer nos rivières, nous n'avons aucun intérêt à détruire les écosystèmes naturels. Parce que c'est ça la base du lancement de notre développement. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Et puisque nous parlons aujourd'hui émergence, c'est la deuxième partie de votre ouvrage, professeur, ne faudrait-on pas commencer par repenser, je veux dire remodeler notre système économique actuel avant par la suite de parler de l'émergence? Non, non. C'est-à-dire que, nous l'avons dit, bon, l'émergence, c'est une marche vers le progrès. Voilà. Donc nous sommes obligés aussi d'aller vers le progrès. Personne n'a condamné la RD Congo à rester un pays potentiellement riche, mais réellement très pauvre. Il faut qu'à un certain moment, on se pose la question de savoir, est-ce que la manière que nous avons produit les richesses, c'est la bonne? Je réponds tout de suite, c'est la mauvaise. Parce qu'en fait, au Congo, je prends le cas de l'exploitation minière, quand les gens se réjouissent de rentes minières qui servent aux uns d'encaisser, de mettre l'argent dans leur poche, mais ils oublient que les sociétés minières détruisent les sols, polluent les rivières, opèrent la déforestation. Ah oui, c'est notre économie essentiellement rentière. Hein. Voilà, donc maintenant l'ensemble de ces dégâts écologiques constitue en fait comment dirais-je, un panier où nous faisons comme une conservation d'une pauvreté endémique. Et moi je me dis, nous sommes en train d'implanter une pauvreté de long terme en détruisant les écosystèmes naturels. C'est pourquoi nous devrions d'abord adopter la gouvernance verte, c'est-à-dire que tout le monde comprenne qu'est-ce que ça veut dire, et dans toutes nos actions, dans toutes nos stratégies, que cette pensée nous guide. De la gouvernance verte. De la gouvernance verte. À ce moment-là, nous aurons vécu, et quand nous passerons, on aura légué un capital naturel qui fonctionne aux générations futures. C'est à ce moment-là qu'on pourra parler du développement durable. Autrement dit, j'ai peur
Je vais prendre l'exemple de la forêt de Mayombe. Aujourd'hui, il n'y a plus une société forestière industrielle là-bas parce qu'ils ont fini toutes les essences rentables. Maintenant, quand elles ont fini d'exploiter ce qui était essentiel, les sociétés ont déménagé vers d'autres provinces de la République démocratique du Congo où elles ont commencé à détruire, comme ils ont détruit la forêt de Mayombe. Voilà. Donc, ceux qui naissent aujourd'hui dans les Mayombe ne voient que les vestiges des progrès anciens. Mais ils sont dans un chômage de très longue durée. Vous pouvez aller même voir les infrastructures routières, les infrastructures scolaires. Quand ces sociétés-là étaient là, ça allait mieux. Le Mayombe, c'était un coin où c'était bon d'aller passer les week-ends ou tout comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. N'est-ce pas? C'est ces modèles-là que nous devons éviter. Lorsque quelqu'un exploite les ressources, une société exploite les ressources naturelles, il faut que nous puissions veiller à ce qu'ils ne détruisent pas les écosystèmes naturels. Donc il faut remplacer les systèmes prédateurs actuels par un système durable qui préserve les écosystèmes. Qui préserve les écosystèmes naturels, et le seul moyen, c'est d'adopter la gouvernance verte. Venons-en maintenant aux contraintes essentielles à l'émergence verte de l'économie congolaise dont vous parlez au chapitre 4, je crois, à la page 109. Qu'en est-il? Les contraintes. Quand on aborde ces chapitres, en principe, on écrit une synthèse. Mais ce qui bloque l'économie congolaise aujourd'hui, je peux les lire de façon succincte. Allez-y. Par rapport aux 3 leviers. Nous sommes un pays qui a décroché sur le plan technologique. Quand vous regardez, même les écoles professionnelles ne fonctionnent pas. Vous allez dans les universités où vous trouvez les facultés des sciences et des technologies. Non équipées. Non équipées. Les étudiants n'ont pas le matériel didactique. Donc ils ont des diplômes qui ne sont pas des diplômes à la hauteur des attentes, des études faites. Donc ils ne sont pas des solutions pour notre pays. Ce décrochage technologique, je vous assure, c'est l'une des contraintes. C'est une contrainte majeure. Comment vous allez être compétitif lorsque vous êtes en train de faire de l'économie de Kaiti? Non, c'est difficile. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte... Les décrochages technologiques, première contrainte. La deuxième contrainte, vous avez un pays qui peut être appelé un sous-continent. En termes de superficie. En termes de superficie. Mais la connectivité est très faible. Vous voulez parler des voies de communication interprovinciales? Tout à fait. Parce qu'en fait, pour que vous soyez... comment dirais-je, vous soyez au niveau international compétitif, il faut quand même que l'intégration économique nationale soit assurée. Que celui qui produit la sole minière à Mwanda puisse la faire parvenir à Lubumbashi. Il n'en est pas le cas actuellement. Non, il n'en est pas le cas aujourd'hui. Que celui qui produit les bitoyo dans l'ancien Katanga puisse avoir la possibilité de nourrir les gens qui sont à Mwanda. Les pommes de terre à Goma. À Goma. Comment atteindre de Kinshasa? Voilà. Et tout ça, même les pommes de terre, si ça doit venir à Kinshasa, ce n'est pas avion. Non, ça, ce n'est pas les denrées qui sont destinées à être transportées par avion. Parce qu'à l'arrivée, le prix sera exorbitant. Et ça va limiter l'accessibilité de la population à cette denrée-là. Ça, c'est la deuxième contrainte. Troisième contrainte, il y a l'éducation en général. Parce que même comme nous parlons de la gouvernance verte, une nouvelle discipline, il faut l'insérer dans les programmes d'éducation pour que les gens comprennent. Or, nous sommes dans un pays qui a détruit les systèmes éducatifs. Dites-moi, l'énergie viendra d'où pour réaliser ces progrès-là? Les ressources humaines. Parce que les ressources humaines sont mal préparées.
Ça ne peut pas arriver. Et je terminerai par l'information. L'information et la formation aussi. Non, j'ai déjà parlé de la formation dans le cas de l'éducation. Maintenant, je vais parler de l'information. Regardez, nous sommes un pays sans statistiques. Et pourtant, il y a un institut de statistiques. Oui, ça c'est comme il y a un parlement qui ne fait rien. Les institutions de notre pays, pour la plupart, ils n'accomplissent pas leur mission. C'est ça le problème, l'information. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes journaliste. Faites un peu de recherche et dites-moi, réellement, nous sommes combien de Congolais? Mais si vous lisez des enquêtes menées par différentes organisations, chaque organisation va vous avancer un chiffre. Alors, quand on ne connaît pas estimer la démographie, dites-moi, vous faites la planification sur base de quoi? Menée par différentes organisations, chaque organisation va vous avancer un chiffre. Alors, quand on ne connaît pas estimer la démographie, dites-moi, vous faites la planification sur base de quoi? Ça, c'est au niveau de la population globale. Maintenant, qui connaît le nombre d'enseignants qu'il y a en République démocratique du Congo? Vous avez entendu dernièrement parler des détournements des fonds parce que les nouvelles unités, on ne maîtrise pas le nombre. Mais comment on ne peut pas maîtriser le nombre de gens qui sont vivants? N'est-ce pas? Ou on continue à payer même les morts. Ça pose un problème. Et les fictifs? Les fictifs. Dans l'armée, il y a des fictifs. Dans la fonction publique, il y a des fictifs. Dans l'enseignement, il y a des fictifs. Partout. Dans la fonction publique. Partout, il y a des fictifs. Donc, l'absence d'une information fiable ne vous permet pas d'avancer. On a dit, faisons la bancarisation de la paix, ça peut résoudre le problème du dénombrement des effectifs de la fonction publique. Je ne sais pas si quelqu'un a fait l'évaluation de cette stratégie pour nous dire quel est vraiment le résultat. J'ajoute un élément dans le cadre de l'information. Aujourd'hui, l'Internet, c'est un outil. Un outil indispensable. Pour le progrès. Bon, mais chez nous ici, à part Kinshasa, peut-être Lubumbashi. Ou les grandes agglomérations. Oui, non, il n'y a pas toutes les grandes agglomérations. Kinshasa et Lubumbashi seulement. Un point, un trait. Ailleurs, vous allez vivre ailleurs, vous n'avez pas un service en Internet qui soit efficient et efficace. Donc, vous voulez prendre le rythme que les autres sont en train auquel les autres sont en train d'avancer. Comment sans information? Sans information. Mais prof, toujours à la page 109, dans l'ordre de contraintes, vous avez parlé du faible niveau de la conscience écologique. C'est le cas en République démocratique du Congo. En fait, ça, je ne peux pas laisser tomber ça. Parce qu'en fait, quand nous détruisons au Congo, c'est sans chagrin, hein, parce que nous n'en connaissons pas les effets. J'ai toujours donné un exemple très simple quand je donne aux étudiants ces matières-là. Je dis, regardez une femme à Kitambo, qui a son pain ici, qui a fait le ménage, qui sort avec un bassin des ordures. Et puis, un policier est en train de passer par là. La femme jette les ordures dans les caniveaux, et puis après, elle salue le policier. Agent de l'ordre. Agent de l'ordre. Bonjour, papa. Les policiers vont dire, ah, bonjour, maman. Comment ça va? La femme va dire, ça va bien. Et lui va passer pendant que ça ne va pas. Elle venait de poser un acte incivique. Mais quand les agents de l'ordre eux-mêmes ne sont pas sensibilisés, comment voulez-vous que nous puissions faire passer ces choses? Ça, c'est l'illustration du faible niveau de conscience écologique. Ou de l'inconscience écologique. De l'absence de la culture écologique. Mais, là, je parlais d'un policier. Mais même les autorités, les chemins par lesquels ils passent pour aller au travail et pour rentrer. Vous avez vu ces chemins-là?
Vous avez vu ce qu'il y a sur ces routes-là. Mais ça ne les frappe pas, ça ne les interpelle pas. Parce qu'en fait, leur conscience est tranquille. Vous savez qu'un homme ne se mobilise qu'autour de ses intérêts. Si en fait, ils étaient conscients que cette saleté-là pouvait nuire à leur propre santé, nous sommes dans une société où la pollution se fait gratuitement. Fais ce que tu veux. Mangeons quelque chose ici, sortons, jetons les ordures dehors. Personne ne va se soulever. Après les faibles niveaux de conscience écologique décriés, vous avez dit un mot aussi dans les livres sur nos modes de production. Il y a une phrase que j'ai retenue en lisant les livres, par exemple, « Nous produisons mal et consommons mal ». Explicitez ça un peu, prof. Nous produisons ce que nous ne consommons pas. Nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est ça le premier niveau de problème. Maintenant, le deuxième niveau, quand je dis par exemple que les sociétés minières détruisent les sols, polluent les eaux, c'est ce qu'on dit les modes de production capitalistes, dont la gouvernance verte a la charge de changer. Je prends un exemple très simple. Je crois que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Que la Société nationale d'électricité, c'est une entreprise parmi les criminels en République démocratique du Congo. À cause de la faiblesse de la desserte en électricité, toutes les entreprises, toutes les maisons sont munies de groupes électrogènes. Qui polluent. Qui polluent. Pollution sonore. C'est-à-dire, toi-même qui veux même l'électricité chez toi, tu mets ce groupe-là, tu ne peux même pas dormir. Mieux vaut l'éteindre et dormir dans l'obscurité. Émission de gaz à effet de serre, parce que ça consomme des énergies polluantes. Même les quelques industries qui se débrouillent en produisant même des biens qui ne sont pas conformes aux standards, mais même ces industries-là ont des groupes, des géants groupes électrogènes. Parce que tu ne peux pas mettre une industrie en place en aide des Congo et compter sur l'électricité de la SNEL. Non. Regardez, l'achat de ces groupes électrogènes, c'est une dépense d'investissement supplémentaire. Ça rend la production un peu plus chère. Ça, c'est l'électricité. La même chose, même avec la régie des eaux. La desserte en eau potable n'est pas suffisante, souvent pour faire tourner des grosses machines. Qu'est-ce que les sociétés font? Ils font des forages. Ils exploitent des nappes souterraines. Donc nous sommes là, on ne sait même pas ce qui se passe. Les eaux de surface sont polluées, les nappes sont pompées, personne ne sait évaluer ce qui est consommé, ce qui est pollué. Vraiment, nous sommes dans une affaire où nous sommes en train de préparer une bombe écologique. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Vous avez aussi décrié les développements fulgurants de l'économie informelle dans l'ordre des contraintes. Ouais, en fait, le problème de l'économie informelle, c'est un casse-tête. Pourquoi? La croissance de l'économie, le développement de l'économie informelle est lié à la faillite de l'État. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Même des chercheurs, ils cherchent des solutions pour endiguer l'économie informelle. Est-ce qu'il y a un cheminement qu'il faut suivre en termes de phase pour atteindre l'émergence? Tout à fait. En fait, la première phase, c'est une phase qui comprend plusieurs actions. Moi, j'appelle ça la phase d'urgence. Il faut que tout soit fait pour changer les Congolais.
D'abord. En termes de mentalité et comportement. Oui, avant de changer le mode de production, il faut que les Congolais changent. Qu'ils acceptent d'intégrer l'éthique. Je sais que ce n'est pas une démarche simple, mais il faut qu'on la mette en œuvre. Sinon, il y a quelqu'un qui me disait, mais l'éthique n'est pas... Vous savez que le changement des comportements prend beaucoup de temps. Non, le responsable là me disait, mais professeur, mais vous êtes en train de toucher à quelque chose d'impossible. Parce que l'éthique, même si on peut l'enseigner, mais l'éthique se communique par des confrontations, par des interactions. C'est le père qui dit à ses enfants, c'est l'enseignant qui martèle, n'est-ce pas? La tricherie, c'est mauvais. Et l'enfant sait qu'il ne peut pas tricher. Depuis la maison, on lui a dit, il ne faut pas tricher. N'est-ce pas? Voler, ce n'est pas bon. C'est depuis la maison qu'on dit à l'enfant, si tu as besoin du sucre, tu demandes, on te donne le sucre. Mais il ne faut pas aller voler. Il faut que nous sachions vers où nous voulons partir. Il faut que nous ayons un programme de développement. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'émergence, émergence, émergence. Vous avez vu un programme d'émergence? Nulle part. Nulle part. Mais donc, on n'a pas encore vraiment voulu aller dans le sens de l'émergence. Et donc, jusqu'ici, c'est un slogan. C'est un slogan. Donc, il faut un plan d'émergence, un programme économique qui peut nous conduire vers l'émergence. Et il faut aussi, j'ai parlé de l'éducation à travers l'éthique, l'éducation au développement durable, mais il faut aussi que les gens prennent conscience que les pays sont devenus concurrents les uns vis-à-vis des autres à ce qui concerne la destination des investissements directs étrangers. Nous avons l'obligation d'améliorer notre climat des affaires. Pour attirer, drainer les investisseurs. Hein? Et je vous donne un petit... Là, c'est un grand travail pour la NAPI. Non, mais c'est un travail qu'il faut faire. Sinon, alors, qu'on cesse de parler de l'émergence. Parce que sans investissement, vous allez émerger comment? Hein? Dans un pays africain, un investisseur arrive, il donne son passeport à un agent de l'immigration. Le gars regarde, il remet le passeport au voyageur, il dit, il manque une page dans votre passeport. Il manque une page. Est-ce que c'est normal? Ça n'a pas de sens. Eh bien, monsieur prend 50 €, il met, il lui rend le même passeport. Il regarde, ah, la page qui manquait est là. Vous pouvez entrer. Non. Les gens croient que le climat des affaires, c'est de la magie. Non. C'est à partir de l'arrivée des investisseurs. C'est-à-dire que les gens de l'immigration, là, les chauffeurs de taxi, ceux qui vont les recevoir à l'hôtel et à manger au restaurant, n'est-ce pas? Avant qu'ils viennent se confronter au service public. Il faut que tout le monde comprenne que nous travaillons pour l'avancement de notre pays et que nous devons éviter des actions et des actes rétrogrades. Parce qu'il y a quand même des standards, n'est-ce pas? Mais ici, chez nous, c'est une cacophonie. Ça, c'est la phase d'urgence. En fait, ça concerne le traitement de l'homme congolais, qui est lui-même gravement malade. La deuxième phase, nous devons reconnaître qu'aujourd'hui, notre économie, c'est une économie de cueillette. L'économie de cueillette. Oui, parce que nous vivons des produits naturels. Rente minière, un peu d'agriculture de subsistance. Nous vivons de quoi? Nous vivons du pétrole brut, des minéraux bruts. On fait des ressources naturelles. Des ressources naturelles. Alors, maintenant, ce que nous devons faire, c'est moderniser cette économie de quête. Ça, c'est la deuxième phase. C'est la deuxième phase. C'est-à-dire, on peut quand même redynamiser la SNEL. On peut assurer la connectivité du pays. N'est-ce pas? Et nous pouvons
assurer la formation continue des gens, pour que les gens ne décrochent pas sur le plan technologique. Vous voyez, si nous réussissons ça, nous pouvons alors réussir le tourisme écologique. Ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Beaucoup de capitaux. Nous avons beaucoup de sites qui sont seulement en République démocratique du Congo, et nous avons beaucoup d'espèces endémiques ici. Un jour, j'allais vers un pays voisin, j'ai rencontré des touristes américains, mais ils venaient dans ces pays-là. C'est pour visiter les espèces de singes, en fait, qui sont en République démocratique du Congo. Une spécificité congolaise. Voilà, ils préfèrent dormir dans ces pays-là, parce qu'ils considèrent que là, ils sont en sécurité, n'est-ce pas? Et ne pas passer la frontière. C'est-à-dire la République démocratique du Congo. Oui. Et c'est pourquoi vous voyez, ça c'est une parenthèse, que certains pays voisins préfèrent qu'il y ait de l'insécurité au Congo. Ils en tirent beaucoup de dividendes. Mais nous ne voyons pas ça. Le tourisme rapporterait beaucoup d'argent. Nous avons l'ONT, n'est-ce pas? Cet axe de tourisme vert serait vraiment d'une très grande importance pour l'ONT. Alors, quand vous avez réussi le tourisme vert, vous pouvez maintenant parler... Ça, c'est la 4e phase. Voilà, vous pouvez parler de l'industrialisation, c'est-à-dire votre entrée dans l'économie post-industrielle, avec les marchés financiers qui vont vous apporter de l'argent et vous allez vous industrialiser. Donc, la marche est longue et pénible. C'est pourquoi nous disons que l'émergence, c'est vraiment l'engagement de tout un peuple. N'est-ce pas? C'est là où j'ai dit, mais il faut que nos idéologues politiques explicitent un peu la pensée de notre papa, le fait Étienne Tshisekedi. Quand il dit le peuple d'abord, ça ne veut pas dire seulement que les politiciens doivent prendre des décisions en faveur de la population. Ça veut dire aussi même la population elle-même, quand elle travaille, elle doit savoir que je travaille pour le bonheur du Congo. N'est-ce pas? Je suis un cordonnier. Quand un Congolais m'amène sa chaussure, je dois faire de manière à ce que cette réparation soit durable. N'est-ce pas? Je suis un restaurateur. Je dois prendre conscience que la nourriture, là, c'est pour nourrir mes frères. N'est-ce pas? Je ne dois pas faire des acrobaties à la cuisine pour offrir des mets qui ne sont pas écologiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes couturier, vous êtes enseignant. Vous êtes enseignant. Vous devez être vraiment un bon éducateur. C'est pour l'amour du Congo. C'est ça le peuple d'abord. Mais tel que c'est donné, c'est comme s'il y a des Congolais qui ont tout à donner aux autres Congolais et des autres qui ont tout à recevoir. Non, c'est pas comme ça. Il faut que la conscience du Congolais s'élève, n'est-ce pas? Pour savoir que je suis dans le bus, je suis un conducteur de taxi, je suis un maçon, je ne dois pas voler les ciments du Congolais. Quand il me dit fais-moi la maison, je la lui fais selon les standards. N'avons-nous pas vu des immeubles qui se sont écroulés dans cette ville? N'est-ce pas? Mais quelle perte des capitaux qui sont rares. Ça, c'est l'éthique. Je reviens sur l'éthique. Donc, si nous voulons aller vers l'émergence, si moi je dois donner un seul mot, c'est que la solution du Congo, c'est l'éthique. Parce que la crise congolaise, sa source essentielle, c'est le déficit d'éthique qui fait qu'aujourd'hui, un professeur, après avoir enseigné, il peut prendre l'argent et mettre le point à quelqu'un qui ne vaut rien. C'est ça le problème. Vous êtes ministre, c'est une fonction
que vous acceptez pour servir la nation. Mais vous arrivez là-bas, vous commencez à vous servir vous-même. C'est pas possible. Vous êtes un agent de l'ordre. Votre mission, c'est de sécuriser les Congolais. Maintenant, quand les Congolais vous rencontrent au milieu de la nuit, ils commencent à chercher par où fuir. Ils peuvent même entrer dans la brousse pour se faire piquer par les serpents. Donc, vous êtes plus dangereux que les serpents. Ça ne nous conduira nulle part. L'avenir du Congo est éthique. L'avenir du Congo est éthique, c'est votre mot de la fin. Merci, professeur Daniel Moulenda, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vous êtes presque un invité privilégié de ces magazines. Nous allons nous revoir au prochain numéro. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrêtent ces numéros. Merci de nous avoir suivis. Mais surtout, connectez-vous aussi à Les Grands Moves TV. L'émission est déjà disponible à l'Internet, le site YouTube. Merci infiniment, au revoir et à la prochaine. Le Grand Move TV, la chaîne du moment. Merci de l'avoir choisi. Vous y trouverez des interviews, de grands reportages, des émissions bien élaborées avec nos invités de grande qualité, de grands reportages. Abonnez-vous vite sans tarder et bienvenue.